Afrique. Le Burkina Faso est tombé depuis 3 ans dans un cycle d'attaques et d'enlèvements dans le nord du pays. Un bilan officiel fait état de 133 morts. Le Burkina Faso dans le viseur des groupes terroristes, c'est le thème de cette nouvelle édition. Depuis le début de l'année, de milliers de personnes ont dû fuir leur domicile proche des frontières avec le Mali et le Niger pour échapper aux exactions de djihadistes. Mais comment le nord du Burkina Faso est-il devenu la cible privilégiée de ces extrémistes? Quels sont leurs objectifs? La stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement est-elle à la hauteur? La question sécuritaire est-elle indissociable des enjeux politiques en cours dans le pays? Autant de questions que nous aborderons dans Washington Forum. Et plusieurs invités pour nous accompagner via Skype de Dakar. Mathias Onkpe, analyste politique, également via Skype de Saint-Cloud dans le Minnesota. Ibrahima Maïga, directeur de l'Institut d'analyse stratégique du Sahel et du Sahara. Avec moi sur ce plateau, Corinne Dufka, la directrice pour la région du Sahel à Human Rights Watch, ainsi que Bagassi Koura, le journaliste et chef du service en Bambara de VOA Afrique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Bagassi Koura, des préfets, des conseillers municipaux, des prêtres qui sont tombés, 216 écoles fermées, des enfants qui ne vont plus à l'école, plus de 2000, plus de 10 000 déplacés. Comment le nord du Burkina Faso est-il devenu une cible privilégiée des djihadistes? Il faut dire que cette partie du Burkina est juste la partie qui est collée au Mali. Et le Mali est sous pression djihadiste depuis plus de 5 ans maintenant, depuis que Gao, Tombouctou sont tombés en 2013. Donc, avec cette pression et l'opération Barkhane qui est du côté du Mali, l'opération Barkhane, il y a aussi toutes ces interventions des forces des Nations Unies. Et le Burkina qui intervient aussi au Mali, les groupes terroristes ont donc profité de la chute de Blaise Compaoré en 1994, de l'affaiblissement de l'appareil sécuritaire, de la désorganisation des renseignements pour essayer de traverser la frontière. Et c'est là qu'on a vu ces dernières années la création du premier groupe djihadiste né sur le sol burkinabé, le groupe de Malam Dicko Ansarul Islam, qui est donc dans cette région de Djibo. Il y a aussi le fait que vous avez cette partie du pays qui est fortement frappée par la pauvreté et c'est beaucoup plus facile pour ces groupes terroristes de recruter au sein des populations vulnérables. Donc la précarité dans le nord du pays, mais la situation inédite qu'on a vue, c'est qu'il y a eu des attaques terroristes qui ont eu lieu en plein Ouagadougou, la capitale. Ibrahima Maïga, un commentaire à ce sujet? Et ce n'est pas surprenant, ce n'est pas du tout surprenant parce que c'est là de l'importance et de la proportion que le problème a pris en ce moment. Ça montre à quel degré le pays est victime, à quel degré il n'y a pas de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas un événement spécial, vu le contexte général de sécurité dans la zone. Mais Mathias Onkpe, peut-on dire que la menace ne vient plus seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du pays? Bon, disons que, comme ils l'ont dit, ce n'est pas surprenant, par exemple, qu'il y ait des attentats en plein Ouagadougou. Comme vous le voyez dans la plupart, même dans les pays développés, vous voyez très bien qu'il y a des attaques dans les villes, les capitales, etc. Mais la particularité, n'est-ce pas, du Burkina, c'est que, par exemple, toutes les fois où il y a eu des attaques à Ouagadougou, il a fallu l'appui des forces françaises, par exemple, pour les contrer. Même quand il s'agit de 2 ou 3 djihadistes seulement, il a fallu que des forces françaises interviennent. Ce qui, pour moi, révèle d'abord une extrême fragilité, n'est-ce pas, de la capacité sécuritaire du Burkina Faso. Le deuxième facteur, qui est un facteur interne que je crois qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en réalité, depuis le départ de Compaoré, la crise qui était politique avait aussi une dimension sécuritaire. C'est-à-dire que les forces de sécurité ont été également fragilisées par le départ, n'est-ce pas, du président Compaoré
à cause de la manière dont la transition a été gérée, à cause de ce qu'une partie de ces forces étaient considérées comme des loyaux, n'est-ce pas, à Compaoré, et qui ont été donc démantelés. Et ça a créé une sorte de désorganisation au sein de la force sécuritaire au Burkina. Et je pense que ce problème n'est pas réglé complètement jusque-là. D'accord. Je vais me retourner vers Bagassi-Koura vous avez déjà évoqué un groupe armé, mais quels sont les autres groupes justement dans le pays, ces groupes armés, quels sont-ils et puis les objectifs surtout? Oui. Alors, pour parler de groupe, il faut savoir que c'est, comme on aime utiliser l'expression souvent, c'est une nébuleuse. D'abord, il y a ce groupe Ansarul Islam, qui est le premier groupe djihadiste créé sur le sol burkinabé. Et vous avez Abu Adnan al-Sahraoui, qui se fait appeler l'émir du Sahara. C'est un ancien du Moudjao, le Moudjao qui avait occupé à l'époque Gao et le nord du Mali. Et lui, son objectif, c'est de profiter donc de cette vulnérabilité des populations, de cette précarité, pour créer sa zone à lui entre le Niger, le Burkina et le Mali. Et lui, il a multiplié ces dernières années, ces derniers mois, des attaques dans cette région, que ce soit au Niger avec l'attaque contre les soldats français ou au Burkina Faso. Et vous avez bien sûr Amadou Koumfa, qui lui est basé de l'autre côté, le mouvement pour la libération du Massina, de l'autre côté du Mali, dont ces éléments n'hésitent pas à traverser la frontière. N'oubliez pas qu'il y a 1200 km de frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Et comme l'a dit le précédent intervenant, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens pour sécuriser une ville comme Ouagadougou, à plus forte raison, une frontière de 1200 km. Et tous ces groupes sont chapeautés par la coalition dirigée par Iyad Ag-Ghali, qui regroupe plusieurs groupes qui agissaient dans le nord Mali. Et tous ces groupes, chacun joue son rôle. On ne sait pas exactement qui est lié à qui joue quel rôle. Mais l'objectif, c'est d'arriver à avoir des territoires qu'eux, ils contrôlent pour soit des trafics de drogue, des trafics de je vais me retourner vers Corinne Dufka. Selon vous, comment on endoctrine les jeunes justement pour intégrer ces groupes armés? Oui, j'avais étudié le mouvement, le groupe djihadiste, on peut dire, au Mali et tout récemment depuis 2016 au Burkina. Et j'avais remarqué qu'ils sont très stratèges pour exploiter la vulnérabilité de l'État et la faiblesse, on peut dire la faiblesse de l'État aussi. Je parle avec beaucoup de gens qui habitent dans les villages au Mali et au Burkina, dans lesquels le djihadiste vient pour recruter. Et il cite plusieurs raisons pour lesquelles il y a une certaine résonance avec la population. Et surtout, c'est la corruption de l'État, ça c'est un. Aussi, certaines exactions qui sont commises pour l'État et la faiblesse et le manque de l'État. Alors, vous avez mentionné les exactions. Vous travaillez donc pour Human Rights Watch. Vous avez sorti justement un rapport qui, en quelques mots, dit « Le jour, nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes ». Donc, c'est ce qui ressort de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous dénoncez par là dans ce rapport? Ah oui, on avait dénoncé, et c'était très intéressant parce que beaucoup de villageois étaient victimes des deux côtés. C'est-à-dire les deux côtés, par l'armée burkinabé et les djihadistes? Exactement. J'avais parlé avec plusieurs personnes qui ont perdu membres de leur famille de les deux côtés, les exactions commises. Donc, on avait remarqué, on avait documenté une vingtaine d'exécutions sommaires qui étaient commises pour le groupe djihadiste, plusieurs groupes, comme vous venez d'expliquer, qui sont actifs dans la région, mais pour l'autre côté, on a documenté 14 exactions et plusieurs autres, 14 exécutions, allégations des exécutions commises pour la force de l'ordre. Et ça, c'est très important parce que c'est un petit cadeau pour le groupe djihadiste quand l'armée, la force de l'ordre ne respecte pas leurs droits humains. Mais c'est très grave quand même comme accusation. Est-ce que le gouvernement burkinabé a réagi à votre rapport? Oui, ils ont réagi. On est vraiment encouragés parce le ministre de la Défense m'a écrit une lettre. Ils ont engagé pour enquêter toutes les allégations qui étaient dans le rapport. Donc, ils ont aussi engagé d'envoyer le militaire qui exerce la fonction de la pravotelle pour assurer la discipline de leurs forces. Alors, je vais retourner vers Mathias Onkpé. Selon vous, dans quel contexte ces événements frappent le Burkina Faso? Vous avez parlé justement tout à l'heure de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Est-ce qu'il y a une coïncidence?
C'est une coïncidence que ces attentats se soient faits après, justement, le départ de Blaise Compaoré? Il y a en partie une coïncidence et en partie, ce n'est pas vraiment une coïncidence. La partie coïncidence, c'est qu'il faut se rappeler que il y avait comme un équilibre stable. Je mets ça en griffe dans la région jusqu'en 2012, quand les événements ont commencé au Mali. Et vous vous rappelez, c'est environ moins de 2 ans après que Compaoré est parti. Et donc Compaoré est parti à un moment où la situation se dégradait, et même s'il avait été là aujourd'hui, je suis sûr que ce n'aurait été pas facile pour lui. Donc de ce point de vue, pour moi, c'est une coïncidence. Mais la partie qui n'est pas nécessairement une coïncidence, c'est qu'il semble, selon les rumeurs, que le gouvernement, donc sous Compaoré, avait quand même des sortes de relations, je vais dire, avec certains des mouvements. Ce qui permettait à Compaoré, par exemple, de jouer au médiateur pour libérer des otages. Donc ils avaient des relations qui faisaient que c'est comme s'ils achetaient la paix, n'est-ce pas, pour le Burkina, et ils essayaient de contenir donc par ce genre de relations les attentats au Burkina Faso. Et donc son départ a nécessairement changé donc ce genre de comportement vis-à-vis donc des mouvements. D'accord, on va finir cette première partie juste avec un commentaire de Bagassi Koura à ce sujet. Non, il a exactement raison, parce que la plupart de ces groupes armés défilaient à Ouagadougou pour voir Compaoré. Ils étaient logés à Ouagadougou dans des grands hôtels. C'est eux qui permettaient à Blaise Compaoré ou à ses subordonnés de se rendre dans le Sahel pour libérer des otages occidentaux. Alors, des États et des acteurs qui mènent un lobbying intense pour le financement de la brigade antiterroriste du Sahel, G5 Sahel. Où est-ce qu'on en est avec cette force, Corinne Dufka? Oui, c'était mis en place le chef d'état-major qui se trouve à Sévéré. Ils ont commencé depuis l'année dernière de faire certaines opérations conjointes. Il y en avait eu une forte lobbying pour devoir le financement pour cette force, mais on avait dit toujours que la solution, ce n'est pas seulement la solution militaire. Il faut analyser la raison pour laquelle, la raison en profondeur qui a donné origine des problèmes de le groupe armé. Bagassi Koura. Oui, la force traîne à se mettre en marche parce que il y a des problèmes de financement. Ils ont eu une partie du budget, ils ont mené 2 à 3 opérations sur le terrain, mais jusqu'à présent, tout n'est pas totalement fonctionnel. Et je crois que certains leaders du Sahel sont actuellement à Bruxelles pour continuer à négocier les partenaires européens. Et Ibrahima Maïga, est-ce que les États-Unis reconnaissent l'urgence de rétablir la sécurité dans la région? Très bien, merci. Si vous me le permettez, je vais ajouter quelque chose à l'intervention de la représentante d'Amnesty International. Oui, je vous écoute. Le problème des bavures dans la zone du Sahel, c'est la plus grosse épine dans le pied de nos dirigeants. Parce qu'actuellement, ils se sentent traqués à tous les niveaux. Ce sont des populations qui sont essentiellement nomades. Et aujourd'hui, en représailles aux problèmes d'insécurité posés par les groupes armés dans la région, l'État n'a pas trouvé d'autre réponse que de restreindre les libertés de mouvement en instaurant des couvre-feux qui souvent n'ont même pas de sens, et parce que la plupart du temps, les groupes armés interviennent dans la journée. Et parallèlement à ça, il y a aussi les exactions, des arrestations arbitraires et les exécutions sommaires. Ça, c'est vraiment très, très grave et ça m'a vraiment marqué parce que ce que Amnesty International a rapporté, c'est cette question que nous avons toujours soulevée, c'est le problème fondamental. Et concernant les pays développés comme les États-Unis, ils font plus que ce que nous, nos États, devraient eux-mêmes faire pour sortir du problème. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Depuis des années, ils apportent un appui logistique aux pays du Sahel et ils apportent aussi un appui financier conséquent pour nos différents programmes de développement. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ça la solution. Et actuellement, par exemple, nous sommes en train de tergiverser sur la question du financement du G5. Et le financement du G5 Sahel va appuyer nos États à se défendre contre le terrorisme. Alors que ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est de trouver une solution pour mettre un terme à la violence armée. C'est d'aller à la base, trouver l'origine du problème. Et pour ça, personne ne peut nous financer pour le faire. Nous avons besoin de passer de situation d'État à nation.
Parce que l'État, c'est le lopin de terre sur lequel nous cohabitons. La nation, ce sont les populations qui vivent sur ce lopin de terre. Mais pour le moment, le gouvernement burkinabé est en train de rechercher des financements. Et d'ailleurs, je me retourne vers Bagassi Koura. Tout récemment, le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan pour les rétablir avec la Chine. Que peut attendre le Burkina de la Chine en matière de lutte contre le terrorisme? Alors, il faut dire qu'il y a deux principales raisons qui ont amené les autorités à rompre avec la Chine. D'abord, sur la question du G5 Sahel, et aussi d'une façon générale sur l'implication de la Chine dans la sous-région. Le Burkina Faso pose des problèmes parce qu'à chaque fois, la question du Burkina revenait où la Chine disait « oui, on peut aider le G5 Sahel, mais un de vos membres est avec Taïwan et nous, on ne peut pas vous aider ». Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que, c'est vrai, Taïwan a donné en juin 2017 2 hélicoptères militaires à l'armée burkinabé. Taïwan a fourni d'autres équipements militaires à l'armée. Taïwan a promis des équipements. Mais ça ne peut pas être à la hauteur de ce que le Burkina espère avoir avec Pékin. Donc, les autorités burkinabées se sont dit, oui, c'est bien avec Taïwan, peut-être avec Pékin, on pourrait avoir 3 ou 4 ou 5 fois plus que ça. Donc il y a tous ces calculs qui sont entrés en jeu et les États du G5 Sahel pensent que si ça traîne du côté de l'Europe, peut-être Pékin pourrait être la solution et on verra. Alors Mathias Onkpé, est-ce que sur le long terme, il n'y a pas un risque d'avoir un empilement de dispositifs militaires étrangers dans la région du Sahel? Ce n'est même pas sur le long terme, c'est déjà le cas actuellement. Vous savez, au moment où on parle du G5 Sahel, dont on vient de boucler, je crois, au moins pour la première année, le financement. Je pense que ça, c'est déjà bouclé. Ils ont des soucis peut-être pour la suite. Vous avez la MINUSMA qui est sur le terrain. Vous avez Opération Barkhane. Vous avez en fait une mission conjointe d'intervention constituée par des pays dont une partie se retrouve dans le G5 Sahel. Donc, vous avez les Américains qui interviennent dans la zone. Vous avez parfois des Européens. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas qui fait quoi exactement en ce qui concerne les opérations qui sont menées sur le terrain. Vous écoutez, je crois qu'il y a à peu près un mois, le responsable de Barkhane parlait et disait clairement quelles étaient les limites de ce que lui considère comme ses missions et là où les missions des autres devraient s'arrêter. Je crois qu'on a besoin d'abord d'une sorte simplement d'harmonisation et de coordination des missions dont elles sont trop nombreuses sur le terrain de mon point de vue et il y a des gaspillages de ressources qu'on peut utiliser peut-être pour régler des problèmes plus urgents. Alors, je vais tourner la question vers Bagassi. Vous voulez rebondir? Oui, non, mais je crois que même on est en train de parler d'une solution militaire et je suis tout à fait d'accord avec M. Mag. La réponse de le problème, ce n'est pas tellement militaire. C'est pour attendre la population pour voir le problème. Parce que les problèmes sont tellement locaux. Le problème du banditisme, de corruption, de le manque de développement. C'est ça le problème et c'est à cause de ça que certains gens au Mali, dans le Sahel, sont en train d'adhérer le groupe djihadiste. Donc c'est une question de développement et pour assurer que l'État réagisse à une façon responsable envers la population. Mais au-delà de ça, Ibrahima Maïga, est-ce que la notion de patrie pourrait sauver le pays, même fédérer des forces vives à l'intérieur même du Burkina? Merci bien. Mais le problème, c'est que moi, je viens de la région du Sahel. Je viens de Falagountou, c'est à quelques encablures de Guibo et je connais très bien toute la zone. Je connais bien la zone qui s'étend vers le Gogol du Niger jusqu'au Mali. Et le problème est que ces contrées-là se sont senties marginalisées depuis toujours. Il y a des citoyens, par exemple dans le cas du Mali, dans l'extrême nord de Kidal, qui sont nés et ont vécu dans cette zone, qui aujourd'hui ont la soixantaine, qui n'ont jamais possédé un extrait d'acte de naissance malien. Pourquoi? Parce que nos États ont démissionné. Et dans ce genre de mesures, dans ce genre de situation où il n'y a même pas de route qui mène à ces œufs, où nous n'avons que quelques écoles sous paillotes dans quelques localités, où pour subvenir à ces besoins, c'est des difficultés, où toute rencontre avec les forces de l'ordre se solde par des coups de botte ou de crosse de fusil. Vous voyez ce que ça donne. Les gens ne se sentent pas totalement citoyens de ces États par moment.
Et ça cause ce genre de problèmes. C'est ça qui amène les situations à dégénérer. Et quand ça dégénère, on commence à regarder sous un autre angle. Moi, je pense que c'est détourner le regard que de vouloir résoudre le problème de façon militaire. Parce que de façon militaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste s'en prendre à ceux qui se sont déjà radicalisés. Ça ne va pas empêcher d'autres personnes de se radicaliser à nouveau. Et ça ne va pas sortir le Sahel dans son dénuement. Ça ne va pas régler les problèmes socio-culturels qui existent. Récemment, on a assisté à des affrontements entre différents groupes ethniques, notamment les communautés Peul, Touareg au Niger, au Mali. Et tout ça autour de ces questions d'insécurité. C'est en train de dévier progressivement et ça s'embrase. Mais Bagassi Koura, est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet? Donc, les deux invités disent que la solution n'est pas militaire. Qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur? Est-ce qu'il manque quelque chose au Burkina pour fédérer ses forces vives? Est-ce qu'il doit y avoir une réconciliation? Qu'est-ce qu'il doit y avoir pour pouvoir une solution? Oui, du moment où les États sont attaqués, la première solution est forcément militaire. Il faut que les gens commencent à se défendre et ensuite voir comment est-ce que sur le long terme, peut-être si on me dit que la solution sur le long terme n'est pas militaire, oui, mais dans l'immédiat, quand il y a une attaque à Ouagadougou, c'est les forces de l'ordre d'abord qui sont sur la ligne de front. C'est pourquoi il y a un fonds qui a été dégagé au Burkina. L'idée est bien, maintenant personne ne sait si dans l'application dans des pays où la corruption est souvent très développée, sur le fonds pour le Sahel, le fonds spécial pour le Sahel, peut vraiment jouer son rôle. Et c'est là toute la question. S'il y a des initiatives à long terme avec des réflexions pour voir comment est-ce que ces questions de Kidal, des gens à Kidal qui ne se sentent pas concernés, des gens dans des régions abandonnées peuvent être prises en compte dans des programmes de développement à long terme. Oui, c'est bien, mais pour l'instant, le volet militaire, on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas le négliger et il faut forcément passer par là. Merci beaucoup. Merci à tous mes invités. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Je remercie également mes collègues de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.